Troisième vidéo sur l'offre et la demande, nous allons voir deux applications concrètes de l'utilisation du modèle et comment ce modèle peut permettre d'expliquer, en structurant sa pensée, l'évolution des prix dans une économie de marché. Le seul prérequis nécessaire est tout simplement d'avoir vu les deux vidéos précédentes sur l'offre et la demande. Nous sommes à la vidéo numéro 3. Si vous êtes prêts, c'est parti. Le premier exemple que l'on va voir, c'est sur le marché du pétrole et notamment sur l'année 2012. Alors pourquoi 2012? Parce qu'en 2012, on a craint que le prix du pétrole, le prix, pas du pétrole mais de l'essence également, on atteigne à 1 litre pour 2 euros. Comment expliquer en 2012 ce mini-choc pétrolier? On va utiliser le modèle de l'offre et la demande pour voir ce qui s'est passé du côté de l'offre et de la demande. Et là, on va s'y prendre en utilisant simultanément comment l'annonce a été faite au journal de 20 heures et avec les courbes d'offres et de demandes. Si vous êtes prêts, c'est parti. On a appris aujourd'hui que l'Iran a décidé de stopper son approvisionnement de pétrole pour la France et la Grande-Bretagne. Décision politique, diplomatique, mais pour quelles conséquences économiques? Une certitude en tout cas, le prix de l'essence ne cesse de grimper et une question est désormais loin d'être utopique. La barre symbolique des 2 euros pourrait-elle être franchie prochainement? Yves Ginca, Annie Triboire. 1,69 € le litre de Super 98, du jamais vu en France. Dans cette station-service de Montpellier, les automobilistes sont dépités. Ah oui, c'est un gouffre. Ah oui, là, on ne sait pas combien quand est-ce que ça va s'arrêter d'augmenter. Tout le temps, ça augmente. C'est vrai que ça devient très difficile maintenant de rouler, et ça, c'est un fait. Et voilà, donc on subit. Pourtant, il y a 4 ans, avec la crise mondiale, les prix s'étaient effondrés. Mais depuis, ils augmentent constamment. Début 2009, le litre de Super 95 coûtait un peu plus de 1 € en moyenne. Aujourd'hui, il coûte 1,57 €. Et le gazole n'est pas en reste. À 1,41 € du litre aujourd'hui, il se rapproche de son record historique. Pas de quoi surprendre, le PDG de Total, Christophe Demargerie, l'affirmait en avril dernier. Le litre de Super à 2 €, cela ne fait aucun doute. La vraie question, c'est quand? Pour ce spécialiste, impossible de donner une date, mais selon lui, la hausse est inéluctable. On a une demande assez effrayante de la part des pays émergents pour l'essence, le gasoil, etc. Et puis des investissements qui ne sont pas toujours là au bon moment, plus des menaces quasi militaires sur les pays comme l'Iran. Dans un marché très tendu, le prochain relevé de prix officiel sera publié demain lundi. Le litre de Super pourrait alors à nouveau battre son propre record. Donc si on résume, c'est assez simple. L'Iran répond à l'embargo américain en fermant les robinets du pétrole, courbe d'offre qui se déplace vers la gauche, et d'autre part, des investissements en infrastructure de la part des pays de l'OPEP qui n'ont pas été suffisants, dit un expert, et donc ça va ralentir l'offre. Là encore, la courbe d'offre se décale vers la gauche, et dans le même temps, eh bien, ce ralentissement de l'offre est incapable de faire face à une demande qui est plus grande de la part des pays émergents, la Chine en tête, qui ont des taux de croissance à 2 chiffres à ce moment-là. Et donc, choc d'offre d'un côté, choc d'offre négatif et choc de demande positif de l'autre, eh bien, ça, on voit que sur le graphique, ça entraîne automatiquement une augmentation des prix. On va voir un deuxième exemple en ce qui concerne les produits manufacturés, généralement et plus précisément, ce qui se passe sur le marché des ordinateurs. Ce deuxième exemple va être orienté sur la baisse des prix des ordinateurs, ou plus généralement d'ailleurs de l'ensemble des produits manufacturés. Donc 70% des ménages étaient équipés en 2013 d'un ordinateur, contre 8% en 1995. C'est une source qui n'est pas récente, mais enfin qu'importe, l'évolution est une augmentation ici très nette de la demande. Donc a priori, sur un marché, quand il y a une augmentation de la demande, eh bien normalement les prix doivent monter. Mais dans le même temps, l'indice des prix des ordinateurs baisse. Il baisse d'environ 30% par an, et je précise que cette source, elle vient de l'INSEE, et c'est un indice des prix hédoniques, c'est-à-dire à qualité constante. Donc d'un côté, on peut dire qu'on a une augmentation de la demande et une baisse des prix, ce qui semble être un paradoxe sur un marché. Alors le paradoxe, il se lève assez facilement. On va regarder notre demande d'ordinateurs, et plus généralement de produits électroniques d'ailleurs.
notre offre croissante d'ordinateurs, toutes choses égales par ailleurs. Ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que les goûts des consommateurs ont entraîné une augmentation de la demande, et donc les goûts des consommateurs, donc c'est la variable de la demande qui a opéré cette translation. On peut dire que ça a commencé dans les années 80 au début, en tout cas au niveau mondial, et ça s'est vraiment intensifié dans les années 90. Et donc ce qui a entraîné une augmentation des prix. Cette augmentation des prix, donc le premier prix était ici, l'augmentation des prix due à cette augmentation de la demande a été une incitation à produire. Il y a eu d'autres éléments, par exemple la perte du monopole par Intel, les monopoles qu'il avait pour la puce principalement, et donc une concurrence plus grande qui fait que l'offre a augmenté, et dans un système concurrentiel, là c'est le progrès technique qui va entraîner une translation de la courbe d'offre vers la droite. Et donc la baisse des produits manufacturés et plus généralement des ordinateurs et plus généralement des produits manufacturés peut s'expliquer par justement une translation de la courbe d'offre principalement pour le progrès technique qui est beaucoup plus importante que celle des goûts. Et personnellement je pense qu'avec la robotisation d'une part et l'intelligence artificielle d'autre part, eh bien ça ne va pas s'arranger. Donc d'une certaine manière c'est une bonne nouvelle, une baisse des prix dans plein de secteurs, dans plein de secteurs et pour beaucoup de produits, évidemment avec une mutation assez importante du monde du travail. Ce n'est pas le sujet de ce tuto. Je conclurai en faisant deux remarques. La première remarque concerne l'utilisation du modèle de l'offre et la demande. Beaucoup estiment que ce modèle est inopérant car nous avons raisonné avec des constantes, alors que dans la vraie vie, je l'ai déjà dit, il n'y a que des variables. Et donc, on ne sait plus exactement comment ça fonctionne. Par exemple, la courbe de demande, lorsqu'il y a une augmentation du revenu, toutes choses égales par ailleurs, ça doit entraîner une translation vers la droite de la courbe de demande. Mais si dans le même temps, les goûts des consommateurs ne sont plus sur ce produit, ça va exercer une force en sens contraire. Laquelle des deux forces va l'emporter ? On n'en sait rien, tout simplement. Le modèle est incapable de le dire. Et on ne peut pas demander à un modèle de dire ce qu'il n'est pas capable de faire. Ça ne sert à rien de prendre un microscope pour regarder une éclipse solaire. Alors, ce n'est pas du tout adapté. Ça ne veut pas dire que le microscope est inutile, ça ne veut pas dire que le modèle est inutile. Une des fonctions principales du modèle, ça va permettre de structurer sa pensée pour comprendre les évolutions de prix. Des étudiants qui auraient le réflexe d'observer un phénomène économique où les prix fluctuent et de poser le problème en termes d'offre et de demande, eh bien, ils se trompent rarement, sinon dans leur conclusion, du moins dans leur méthode d'approche. Et puis, il y a un deuxième problème. Le problème est que le modèle que nous avons présenté ici, c'est un modèle microéconomique, le modèle d'offre et de demande marshallienne, du nom de Alfred Marshall, qui a été l'inventeur de ce modèle. Et nous avons donc raisonné en équilibre partiel. Ce qui implique que quand on a raisonné sur un marché, tout à l'heure le marché des ordinateurs, on a supposé que tous les autres marchés étaient constants, étaient immobiles. En réalité, quand on veut analyser ce qui se passe à l'échelle d'un pays, ça suppose d'additionner tous les marchés. Le marché de l'automobile, le marché du blé, le marché du cacao, le marché du travail. Or ça, on ne peut pas additionner les marchés, puisque par construction, on les a bloqués, on les a rendus constants. Donc, pour expliquer l'offre agrégée, la demande agrégée, il faut un autre modèle. Et ce modèle n'est pas celui-ci. Il faudrait une autre approche. Néanmoins, le vocabulaire que nous avons pris avec ces marchés en microéconomie, il peut servir à comprendre quelques approches macroéconomiques. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sous cette vidéo un lien qui renvoie à une approche en termes d'offres et de demande agrégée pour expliquer les conséquences du Covid sur l'économie. En l'occurrence, l'auteur explique pourquoi c'est un choc d'offres et un choc de demande à venir qui fait que la crise est assez spectaculaire et risque d'être assez exceptionnelle. Voilà, donc je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Il reste encore à voir une vidéo pour terminer la série qui sera sous forme de questions-réponses pour vérifier tout simplement si on a bien compris ce modèle de l'offre et la demande. Merci de votre attention, à bientôt.